Dans les entrailles de la Terre, un monde se meurt. Un métal légendaire, une civilisation oubliée, une quête délirante jusqu'au cœur de l'antique civilisation d'Agartha, c'est ce que vous trouverez dans la première BD Aterris, qui est dès maintenant disponible sur Ulule. Bah oui, pour une fois que je peux faire une sponsor pour moi, je vais pas me priver, ma personne et moi-même on s'est mis d'accord pour signer un contrat et vous faire la pub de la collecte qui a lieu en ce moment même, fin 2024, pour une magnifique BD et de superbes objets bonus qui ne seront disponibles que durant le temps de la campagne. Un scénario maison, sauce Aterris, que j'ai réalisé en collaboration avec des professionnels de la BD, co-scénaristes, dessinateurs et coloristes, pour un résultat qui promet d'être superbe. Une belle BD, une vraie BD, pas un truc de youtubeur à la con, un bel objet que vous pouvez vous procurer dès maintenant en visitant le lien dans la description. Agartha, la première bande dessinée Aterris, disponible dès maintenant sur Ulule. Si vous l'avez pas déjà, allez vous la procurer dès maintenant, ça va être une folie, on a vraiment tout fait pour. Et un gros merci à tous ceux qui ont déjà participé. Saviez-vous que l'océan Pacifique s'étend sur une surface supérieure à celle de la planète Mars? Et ouais, on a du mal à se rendre compte des dimensions gigantesques de cet océan, une masse d'eau parsemée de quelques îles très isolées qui pendant des siècles a empêché les humains de passer d'un continent à l'autre. Bon, mais tout ça, ça fait beaucoup d'eau. Et de l'eau, il y en a déjà bien assez sur Terre, alors pourquoi pas, je suggère une petite idée, remplacer une partie du Pacifique par une masse de terre monumentale. Une masse de terre, un nouveau continent, qui porterait le glorieux nom de... Mu, mes très chers abonnés et spectateurs, est une théorie pseudo-scientifique qui soutient qu'il y a fort longtemps, un continent entier existait en plein milieu du Pacifique. Un endroit légendaire, une énorme masse de terre qui aurait été engloutie il y a de ça 12 000 ans, lors d'un grand cataclysme lâché par les dieux à cause de la décadence de la civilisation qui y habitait. Un continent qui serait à l'origine de l'humanité, foyer d'une culture très avancée, qui aurait disséminé ses connaissances et son architecture un peu partout sur Terre, et serait le dénominateur commun de toutes les grandes cultures de l'Antiquité. Une énorme masse de terre engloutie, dont les seuls vestiges aujourd'hui seraient de petites îles comme Hawaï ou Tahiti. Ouais, je sais, sur le principe ça rappelle quand même vachement le mythe de l'Atlantide, et tout comme le mythe de l'Atlantide, l'existence d'un continent englouti dans le Pacifique reste aujourd'hui une légende, alimentée dès le 19e siècle par une poignée de personnes un petit peu trop inspirées. Certains y croyant dur comme fer, comme le mayaniste Augustus le Plongeon, l'homme à l'origine de cette légende, qui a dédié sa vie à prouver qu'il avait raison, et d'autres s'inspirant de l'histoire pour enrichir leurs œuvres de fiction. Le célèbre auteur d'horreur américain H.P. Lovecraft l'a intégré à son œuvre, tandis que le dessinateur de Corto Maltese, Hugo Pratt, en a fait un album entier. Et je me devais aussi de mentionner le dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or, où les héros partent en quête des restes de l'Empire de Mu. Et personnellement, vous le savez, j'ai toujours adoré ces vieilles légendes, ces histoires de civilisations oubliées, de nazis sur la Lune, d'aliens. Et en découvrant l'histoire de Mu, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en fasse un scénario, que je crée une réalité alternative où ce continent existe. Comment cela aurait-il pu changer le cours de l'histoire, de la colonisation? Qu'y a-t-il exactement sur ce continent-là, et est-ce que son existence est forcément une bonne nouvelle pour l'humanité? C'est ce que vous vous apprêtez à découvrir dans le scénario qui suit. Un scénario imaginaire, inventé en m'inspirant de la légende dont je viens de vous parler, une sorte d'Uchronie fantastique qui vous plaira, je l'espère. Et sur ce, après vous être abonné, si jamais vous appréciez mon travail, place au scénario. Bien avant Babylone, bien avant les fertiles étendues de l'Indus, bien avant toute civilisation humaine, il y avait Mu. Un immense continent, au milieu du vaste océan Pacifique, une terre bénie des dieux, riche d'une vaste côte poissonneuse, surmontée d'un grand plateau, siège d'une forêt luxuriante et de grandes plaines fertiles. Dans ce pays de cocagne, serpenté de 12 rivières où venaient s'abreuver d'étranges créatures qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Cet endroit était si accueillant que les premiers humains qui y posèrent le pied 30 000 ans avant notre ère décidèrent de s'y installer. En l'espace de seulement quelques millénaires, ils abandonnèrent leur mode de vie de chasseurs-cueilleurs, purent dominer les plantes comestibles de ce continent et y édifièrent la première grande civilisation à avoir jamais existé sur Terre. Une civilisation à nul autre pareille, qui construisit sa magnifique capitale, Patala, au centre de l'immense plateau qui domine toutes ces terres. Le peuple qui l'habitait fut bientôt désigné sous le nom de Nakal. Ces humains petits et mat de peau édifièrent de grandes villes, creusèrent des canaux, bâtirent d'immenses pyramides consacrées à leur panthéon. Leur culture était des plus raffinées, leurs bijoux et leurs vêtements étaient des plus finement décorés. Leur beauté n'égalait que leur arrogance, et pendant plusieurs millénaires, ils purent régner, faire la guerre, bâtir, s'étendre sans cesse dans tous les recoins de Mu. Puis en l'an 10 000 avant notre ère, survint la grande catastrophe. Un tremblement de terre monumental venu du centre de Mu, suivi d'un tsunami dévastateur qui balaya comme des fétus de paille cette civilisation. Des milliers d'années, soufflées en un clin d'œil par un cataclysme d'une ampleur démentielle, dont nul ne connaissait l'origine.
Puis, des incendies dévastateurs ravagèrent les cultures et les forêts. Des pans entiers du continent furent rendus à l'océan. Le plateau fertile et luxuriant qui avait accueilli l'apogée de la civilisation nacale n'était plus qu'une vaste étendue fracassée. Des montagnes entières avaient été brisées par la violence des chocs. Nul ne pouvait désormais prétendre vouloir habiter ici. Accablés par cette avalanche de malheurs, les rares survivants, hagards, rejoignirent les côtes. Certains tentèrent de ranimer la flamme, de reconstruire, mais trop de personnes avaient disparu. Les sages, les tenteurs des connaissances étaient morts, les bibliothèques, le savoir, tout avait été perdu. Les expéditions envoyées ne revenaient jamais de l'amoncellement de roches déchirées qui était devenu le grand plateau. Pire, une pestilence venue de la jungle acheva ce qu'il restait de volonté parmi les derniers Nacals. En voyant cette terre les rejeter, cette terre qu'ils appelaient autrefois leur maison, beaucoup prirent le chemin de l'exil, s'enfuyant dans de grands navires vers les côtes asiatiques, africaines ou américaines, emportant avec eux ce qu'il restait de leur monde. Les Nacals qui s'étaient enfuis moururent par milliers durant leur voyage. Ceux qui finirent par arriver à bon port subjuguèrent facilement les peuplades primitives qui vivaient ailleurs sur Terre, les soumettant à leur volonté grâce aux armes de leurs navires. Prenant leur tête, formant des dynasties, ils ordonnèrent à leurs nouveaux sujets de construire d'immenses pyramides, en hommage à leurs foyers disparus. Puis, les descendants des Nacals finirent par s'intégrer aux locaux, à se métisser, jusqu'à oublier petit à petit d'où ils venaient. Le grand continent de Mu resta inexploré pendant des millénaires. Ses côtes furent souvent aperçues par les habitants des îles du Pacifique, mais chacun se gardait bien de poser le pied dessus. Le continent maudit, tel qu'il était désormais nommé, pointait ses cimes torturées et menaçantes sur le vaste océan. Les rares aventuriers assez fous pour y poser le pied, et assez féroces pour en revenir vivants, avaient tous décrit l'enfer qu'était cet endroit. L'hostilité de ses habitants, de sa faune et même de sa flore. Rien n'y semblait naturel, tout avait été corrompu par un mal qui irradiait depuis le centre du plateau de Mu. Durant des siècles, de nombreux explorateurs venus d'Asie se cassèrent les dents sur cet endroit. Le célèbre Chang Yi, un explorateur chinois à la tête de la grandiose flotte au trésor, n'y avait trouvé que des bandes de primitifs. Il avait découvert que la nature avait repris ses droits sur toute la côte. D'immenses jungles ou de vastes déserts s'étendaient à l'infini, dans la direction de l'immense plateau au centre de Mu. D'étranges ondes se propageaient depuis cet endroit, ce qui dissuada Chang Yi de s'aventurer plus avant. Quand bien même, plusieurs cours d'eau auraient permis de remonter vers l'intérieur des terres. Seuls quelques comptoirs méritaient le détour. Des comptoirs miteux habités par des marchands chinois, malais, indonésiens ou venus de l'autre bout du Pacifique, qui tentaient de survivre au milieu d'un environnement très hostile, ce qui permettait aux civilisations asiatiques et sud-américaines de maintenir un commerce fastidieux et d'exploiter fort difficilement, à un grand coût humain, les épices et les essences de bois rares de Mu. Des biens prisés au-delà de toute raison, étant donné la difficulté qu'il y avait de s'installer durablement à cet endroit. Mais un commerce qui avait permis d'introduire plusieurs éléments cruciaux au peuple, qui plus tard formerait l'empire Inca, notamment des chevaux, de la poudre à canon et une certaine résistance aux maladies venues d'Eurasie. Ces échanges, si minimes soient-ils, allaient largement compliquer la colonisation des Amériques par les Européens, comme ils étaient sur le point d'en faire la mère expérience. Ce fut Marco Polo qui rapporta l'existence du continent maudit en Occident. Il présenta au doge de Venise un coffret en bois de Mu, un cadeau du grand Mogol, qui émerveilla la noblesse locale. Cet endroit presque mythique fascina immédiatement toute une génération d'auteurs qui voyaient en ces lieux l'incarnation terrestre du domaine de Belzébuth. Christophe Colomb, lors de son premier voyage, avait d'ailleurs pour objectif d'atteindre le continent maudit, disait dangereux mais plein de richesses pour qui voulait courir le risque. Colomb était tombé sur l'Amérique, mais une Amérique quelque peu différente de notre réalité. En effet, les quelques échanges qui avaient eu lieu avec l'Asie et les civilisations mésoaméricaines en passant par le continent de Mu avaient eu leurs effets sur l'histoire. Lors de l'arrivée des premiers conquistadors, Cortés dut affronter un empire très peuplé, puissant, disposant de fusils primitifs et de cavalerie. La couronne d'Espagne eut toutes les peines du monde à se tailler un empire colonial aux Amériques, du fait d'une population bien plus résistante et avancée technologiquement que dans notre réalité. Dans cette réalité alternative, les grandes épidémies de maladies européennes n'avaient pas tué 90% des indigènes d'Amérique. La simple présence d'une île gigantesque, presque inhabitée au beau milieu du Pacifique, avait suffi pour changer du tout au tout l'histoire de la colonisation américaine, en transmettant des technologies et des virus d'un bout à l'autre de l'océan, via une série de comptoirs miteux. La légende racontait que le continent maudit de Mu, dans le Pacifique, contenait des quantités de richesses inimaginables, et n'était peuplé que de rares primitifs pour qui la poudre à canon relevait de la magie. C'est ainsi que le 12 mai de l'an de grâce 1566, une petite flotte de 3 galions flambant neufs partit du port de Palos de la Frontiera en direction du cap de Bonne-Espérance, avec pour mission
de revendiquer le continent de Mu pour le bénéfice de la couronne d'Espagne. Après un long voyage à travers les côtes africaines, une escale à Madagascar et une autre dans les Philippines, le capitaine commença à relater plusieurs faits étranges alors que l'expédition s'approchait de l'île continent. Déjà, la végétation, la flore était complètement différente des terres alentours. L'air était humide, étouffant, presque souffreteux. Cachés sous des masses de feuilles, sous des arbres millénaires, on pouvait apercevoir en longeant la côte les ruines de cités disparues. L'expédition s'était arrêtée dans un petit comptoir chinois nommé Guangxi, une des rares installations permanentes d'étrangers sur le continent de Mu. Au-delà des conditions de vie très dures, les peuples alentours, chinois, malais, philippins, mélanésiens, avaient toujours considéré ce continent avec crainte. Une poignée de marchands avides ainsi que des pirates constituaient la seule population qu'on pouvait rencontrer sur les côtes, se mêlant parfois aux rares indigènes locaux qui n'étaient pas hostiles, les Nakals. Les Nakals, petits, noirs de peau, autochtones au continent de Mu, échangeaient des biens avec les marchands et les pirates, des fourrures, de la porcelaine ou du tissu contre du bois exotique ou d'étranges bijoux. Mais ces Nakals de la côte étaient eux-mêmes terrifiés par les autres habitants de l'île, par une peuplade qui résidait dans le plateau au centre du continent. Régulièrement, les comptoirs devaient subir des raids. Les enlèvements étaient fréquents, et ceux qui disparaissaient dans la forêt n'étaient jamais retrouvés. Pire, des pestilences, des maladies exotiques venaient souvent frapper les malheureux qui habitaient la côte. Pourtant, le capitaine espagnol de l'expédition l'avait vu. Les ruines de la civilisation étaient partout. D'anciens bâtiments masqués par la canopée, des débris d'avant-postes, des pointes de flèches, de lances. Dans cet endroit aussi beau que farouche, il suffisait de se baisser pour trouver de magnifiques objets, anciens, finement ouvragés. Cela confirmait aux Espagnols que les ressources y étaient abondantes, et qu'une riche civilisation avait vécu autrefois sur ces terres. Malgré cette abondance de métal précieux, facilement accessible, les marchands chinois par pure superstition se contentaient d'exploiter le bois et ne ramassaient rien, ayant peur de déclencher la colère des locaux. Ils se savaient observés. Ils pensaient que la moindre provocation de leur part déclencherait de nouveaux enlèvements. Le capitaine Ibert, fier représentant de l'aristocratie militaire, n'allait pas se laisser impressionner par 2-3 sauvages. Il décida, une fois arrivé au comptoir, de prendre la tête d'une expédition. 30 hommes, matelots et soldats de métier, 40 mules et 40 fusils, afin de s'enfoncer dans la jungle et de découvrir l'immensité qui, disait-on, se trouvait au centre du plateau de Mu, afin d'en revendiquer les richesses pour le compte de la couronne. Le reste de la flottille resta à attendre au comptoir de Guangxi. Mais les jours passèrent, et 2 semaines plus tard, sans aucune nouvelle, le commandant en second décida d'envoyer une expédition de secours, qui elle aussi ne revint pas. Puis après une attente interminable, un phénomène tout à fait étrange frappa l'esprit des marins. Un matin, un bruit assourdissant venu du centre de l'île, un coup de trompe très sonore qui déclencha des vibrations que chacun ressentit dans tout ce corps. Puis le jour d'après, s'en était suivie une odeur pestilentielle, un mélange de soufre et d'ammoniac qui semblait accompagner un immense nuage rouge qui déversait une pluie malsaine dans le lointain. Ce mauvais présage fut le coup de grâce pour les Chinois, qui pensaient que l'arrivée des Espagnols avait énervé les dieux locaux. Ceux-ci ne demandèrent pas leur reste et embarquèrent dans 3 jonques délabrées, prenant avec eux tout le bois qu'ils purent, laissant là en l'état leur comptoir et les Espagnols. Ces derniers attendirent le retour de l'expédition 2 semaines supplémentaires, mais suite au coup de trompe et au nuage rouge, les rivières s'étaient chargées de particules. L'eau qui coulait depuis le plateau semblait corrompue. Elle rongeait les racines, faisait pourrir les plantes et abîmait l'estomac. Pire, une pestilence toucha plusieurs membres d'équipage, qui tombèrent dans une sorte de délire enfiévré, hurlant à la mort à toute heure du jour et de la nuit, se vidant sans cesse, avant de mourir dans leur propre fluide au bout de quelques jours. Au bout d'un moment, il fallut partir et sauver ceux qui restaient. Faisant fi des superstitions des Chinois, les Espagnols amassèrent une petite pile d'objets anciens et précieux pour les ramener à la couronne. Ils quittèrent ces terres maudites en laissant derrière eux leur capitaine et une 50aine d'hommes, perdus à jamais dans cette jungle. Au retour de l'expédition, Felipe, le roi d'Espagne, fut mitigé du résultat. D'un côté, il avait perdu l'équivalent d'un équipage, mais de l'autre, les objets ramassés étaient inestimables. Le métal utilisé pour leur confection était d'une pureté incroyable. Le tiers des objets ramenés suffisait déjà pour financer une nouvelle équipée. Malgré les pertes, malgré les dangers, la soif de l'or finit de convaincre le roi, qui décida d'armer une flotte entière cette fois-ci. Pas question de laisser ces terres aux Portugais ou aux Anglais. Les montagnes d'or de Mu seraient à la couronne d'Espagne. 2 ans après la première expédition,
Plus de 500 colons, hommes et femmes, tous attirés par des promesses de fortune, partirent vers l'Orient sur plusieurs navires, accompagnés de 120 hommes d'armes, 200 marins et 3 prêtres. Trois mois plus tard, les colons posaient le pied sans encombre, non loin du delta d'un gigantesque fleuve qui serpentait vers le centre de Mu. L'endroit était sordide, les côtes étaient recouvertes d'un sable rouge sur lequel rampaient des milliers de crabes à l'aspect maladif. Les arbres semblaient pourrir sur place, luttant pour vivre. Dans le ciel, des restes de sillons rouges évoluaient lentement depuis le cœur de l'île. L'endroit n'était pas le plus accueillant, mais un mois longer la côte n'avait pas permis de trouver meilleur emplacement. L'ancien comptoir chinois, désormais à l'abandon, n'était qu'à 20 ou 30 lieues d'ici. Un fort fut construit, difficilement vu l'état du bois. Les colons étaient clairement déçus par cet endroit hostile. C'était comme si la forêt était en train de mourir lentement. Les animaux croisés par les Espagnols étaient faibles, malades. Très vite, on signala les premières disparitions. Ici, un soldat parti chasser. Là, un enfant s'étant un peu trop éloigné pour jouer. Systématiquement, une semaine après une disparition, un immense bruit résonnait dans le lointain, suivi d'un nuage rouge qui rendait l'eau du fleuve temporairement imbuvable. Pire, les objets trouvés en abondance lors de l'expédition précédente étaient rares à cet endroit. Le désespoir gagnait. Il était évident que ces terres n'étaient pas faites pour que des humains y vivent, mais personne ne souhaitait rentrer les mains vides. Puis un jour, un homme se présenta devant la porte du fort. Il avait un aspect épouvantable et était habillé comme un sauvage. Il affirma qu'il était le capitaine Guillermo de Gayoso, rescapé seul survivant de la dernière expédition espagnole. Il fut introduit devant le commandant du fort et expliqua son histoire à une assistance médusée. 2 ans plus tôt, peu après mon départ du comptoir chinois, moi et mes hommes avions rencontré les premiers problèmes. Déjà le paysage. Les arbres corrompus et l'eau souillée qu'on trouvait sur les côtes n'étaient qu'un avant-goût de ce qui se trouvait à l'intérieur des terres. Après quelques jours à évoluer dans la jungle en direction du plateau, la végétation avait été remplacée au fil de notre progression par des sortes d'entités, de faune et de flore qui ne semblaient pas appartenir à ce monde. Des lianes mouvantes et rouges qui serpentaient et ondulaient sur le sol comme si elles étaient munies d'une volonté propre. Des arbres, si on pouvait les désigner comme tels, présentaient de gros bubons servant de matrice à de quelconques créatures exotiques. Des arbres monumentaux cachaient un ciel qui devenait de plus en plus rouge chaque jour passant. L'air était de plus en plus irrespirable, mais qu'importe. Car je trouvais chaque jour, à même le sol parfois, des objets de valeur, des coffres sertis de pierre, des bracelets en or rose, des épées polies d'une finesse incroyable. J'avoue que j'aurais dû faire demi-tour quand mes hommes ont commencé à tomber comme des mouches, sous l'effet d'une maladie fulgurante. Mais je n'ai pu. La soif de richesse était trop forte, et c'est ce qui m'a perdu. Un matin, au beau milieu de la mangrove, notre expédition subit une attaque. Une horde d'indigènes s'était jetée sur nous, avec des gourdins, des cordes, et après un bref combat, ils nous réduisirent à l'impuissance. On ne nous avait pas tués, mais traînés dans des brancards. Nous étions nourris, bien traités, mais sous bonne garde. Ils nous avaient emmenés au cœur du plateau, dans des paysages de plus en plus fantasmagoriques, à l'intérieur de villages cachés, habités par des nacals féroces. Chacun de ces indigènes avait une tare physique. Ils ne devaient, à mon avis, pas vivre très longtemps dans cet environnement hostile à l'homme, et pourtant ils y restaient. La végétation ici était toxique, semblait vivante. Le sol était fait de cendres rouges qui brûlaient la peau. Les nacals se nourrissaient de fruits étranges et élevaient des bêtes que je n'avais jamais vues. Au bout d'une semaine de ce périple en enfer, on m'avait traîné, moi et les autres prisonniers, dans la ville la plus belle que j'avais jamais vue. Des tours immenses, des colonnades par centaines, de superbes structures à l'utilité depuis longtemps oubliées, des toits d'or et d'airain, de superbes monuments recouverts de métaux précieux. Le long d'un bras de fleuve, les nacals vivaient autour de ces ruines, dans des villages miteux, ayant depuis longtemps oublié leur gloire passée. Si on acceptait l'architecture des bâtiments, tout dans le paysage indiquait que nous nous trouvions désormais dans un autre monde. J'avais remarqué dans le lointain une arche gigantesque, une sorte de portail métallique qui trônait au milieu des ruines, au centre d'un immense cratère. Nous avons été amenés devant une immense pyramide, un autel sacrificiel taché du sang des condamnés. Un par un, mes hommes étaient décapités par un prêtre autochtone qui dédiait ses sacrifices à une étrange créature qui trônait en haut de la pyramide. Une chose, comme une grosse limace, engoncée dans une sorte d'épaisse combinaison qui l'isolait du monde extérieur. Sa tête, ou ce que je pensais être sa tête, était reliée par un tuyau à 2 énormes contenants. Amorphe, la bête avait l'air de subir la moindre seconde de son existence. Pourtant, les nacals la célébraient, se prosternaient devant elle, l'adoraient.
Alors que le prêtre lui avait présenté en offrande les têtes décapitées d'un prisonnier, la limace avait levé un membre pâteau. Et soudain, l'arche gigantesque s'était animée. Les nacals s'étaient mis à hurler et à sauter de manière délirante. Puis, comme à la surface d'un miroir, le centre de l'immense structure avait pris une couleur rouge, et on vit apparaître un paysage comme un portail vers un autre monde. À sa surface, dans ce monde qui venait d'être révélé, le ciel était vert, et deux soleils flottaient au-dessus d'un paysage étrange. Je m'aperçus que de l'arche sortaient des quantités gigantesques d'air de plus en plus vite, jusqu'à émettre un énorme bruit, suivi d'une violente vibration. Les coups de trompe étaient dus à l'air qui, via cette arche, se déversait dans notre monde depuis une dimension inconnue, dans des quantités démentielles. Depuis combien de temps ces choses empoisonnaient l'atmosphère? Empoisonnées car oui, cet air était du poison. Des volutes rouges s'échappaient dans le ciel et dans la forêt toute proche, nourrissant ces plantes étranges et vivantes que j'avais aperçues, et tuant ce qu'il restait de végétation normale. Des nuages de spores s'échappaient de ce portail lancé depuis l'autre côté, pour féconder la terre du continent de Mu de ces espèces d'un autre monde. La limace, en haut de la pyramide, s'était animée, et lorsqu'un de ces volutes de spores rouges passa à côté de lui, elle enleva son masque pour révéler une face répugnante, et inspira à grandes goulées, reprenant visiblement des forces. Je compris à ce moment, je compris que cette arche servait à modeler notre monde pour qu'il ressemble à celui des créatures, pour que la Terre puisse les accueillir, la transformer en quelque chose qui soit adapté à eux, mais qui ne serait certainement pas adapté aux hommes. Ce portail avait dû apparaître lors de l'immense cataclysme qui avait transformé le plateau en un désert de roches torturées. La créature à qui l'on sacrifiait mon équipage avait dû prendre la tête de ce qu'il restait de la civilisation nacale il y a des millénaires pour en faire des auxiliaires dans sa quête sinistre. Ces sacrifices servaient-ils à quelque chose, ou bien était-ce juste un moyen de garder les nacals occupés et soumis aux créatures le temps de transformer notre monde? Et basta. Je n'avais pas le temps de me poser des questions, je ne voulais pas finir en sacrifice. Profitant de l'excitation de mes gardiens, distraits par le spectacle, je me libérais de mes liens et m'enfuyais dans l'étrange forêt que nous venions de traverser. Au bout de 2 jours, j'eus la chance de tomber sur un groupe de nacals amicaux, qui semblaient tenir en détestation la créature que j'avais aperçue. J'ai survécu jusqu'à votre retour au milieu d'eux, et me voici. Un long silence accueillait la fin du récit. Au bout de quelques secondes, le commandant se pencha sur la table, vers le capitaine Guillermo, et lui demanda doucement, comme on s'adressait à un fou pour ne pas l'effrayer. « Sauriez-vous pouvoir nous conduire à cette cité ?» En tant que roi d'Espagne, Felipe III devait faire preuve d'une certaine nonchalance en apprenant les nouvelles du monde. Pourtant, il était fort difficile de rester de marbre lorsqu'il avait reçu le compte-rendu de l'expédition qui devait trouver les richesses de Mu. Le seul navire qui était rentré, avec une centaine de pauvres airs affamés à son bord, témoignait de l'échec piteux de cette aventure. Les récits décousus des survivants ajoutaient au malaise. Les colons avaient de toute évidence trouvé une cité perdue magnifique. Grâce aux indications d'un survivant de la première expédition, ils avaient remonté le fleuve et avaient débarqué dans la ville avec armes, armures et canons, pour en prendre le contrôle au bénéfice du roi. Puis, toujours selon les survivants, un combat s'était engagé avec des sauvages qui habitaient ces ruines, des milliers d'entre eux, commandés par une sorte de bête mythologique. C'était incompréhensible, pensait le roi, des contes de fées destinés à lui cacher la véritable raison de ce fiasco. En effet, l'homme qui les avait menés dans la cité avait trouvé moyen de remplir une cale de poudre, de prendre 4 hommes d'équipage en otage et d'aller faire sauter son navire sur une arche, une sorte de portail dont les survivants parlaient avec une terreur non feinte. La bataille s'était terminée par la victoire des Espagnols. Les indigènes avaient été massacrés par centaines, la créature qui les commandait avait disparu. Par la suite, les soldats survivants avaient dû embarquer sur un second navire, tandis qu'une partie d'entre eux avait dû rentrer par voie de terre. Ils avaient trouvé à leur retour le fort pillé et les colons, hommes comme femmes, tués ou disparus. Ces lâches, pensa le roi, s'étaient enfuis de cet endroit en y abandonnant femmes et enfants, et sans lui rapporter de richesses. Il en avait soupé de ce continent qui lui avalait ses hommes et ses navires tel un léviathan affamé. Il avait trop perdu. Il n'en verrait plus personne, mais il pouvait faire en sorte qu'il ne soit pas le seul à y perdre. Dans les mois qui suivirent, Felipe eut à cœur que le récit très enjolivé des aventures espagnoles sur le continent de Mu se répande dans toutes les cours d'Europe. Des histoires d'indigènes lascives, un pays de cocagne qui n'attendait qu'un homme ambitieux pour s'emparer de ses richesses. Ces récits enflammèrent l'imagination des jeunes princes et l'appétit des marchands. Et le 3 juin de l'an de grâce 1574, une flottille de 3 navires affrétés par le roi de France Henri III partit de Brest, en quête des richesses oubliées du continent maudit. Partout,
En Europe, des marchands, des forbans, des aristocrates et des colons étaient sur le départ, faisant voile par centaines, bientôt par milliers, en direction des longs volutes rouges qui s'échappaient de cette île gigantesque. Et voilà, chers abonnés et spectateurs, j'espère que ce scénario vous aura plu. N'oubliez pas, si vous êtes amateur de ce genre de récit un peu historique et fantastique, la BD Agartha est disponible en précommande sur Ulule, avec tout un tas de bonus uniquement disponibles pendant la campagne. Et sur ce, chers abonnés et spectateurs, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.